Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au cours 7. Aujourd'hui, on va faire le cours sur les options. Alors, en date d'enregistrement, on est au mois de novembre en 2023. Au début de la session, au début de la session, avant le début de la session, pour le cours 7, j'avais acheté 2000 options d'achat, ce qu'on appelle des calls. On va voir exactement c'est quoi un call au cours d'aujourd'hui. J'ai payé 36 cents pour ces 2000 calls. Et pour faire l'achat sur TD, ça m'a coûté 34,99. Oups. Écoute, c'est 34,99 de commission. Donc, en tout, j'ai payé 754,99 qui représente environ 38 cents par option. Alors, ces options me donnaient le droit, mais pas l'obligation. C'était sur un site qui s'appelait BTEX, qui est une compagnie pétrolière, qui ont une date d'expiration du 15 décembre 2023. Alors, d'ici le 15 décembre 2023, je peux acheter 2000 fois des actions de BTEX pour 5,75. J'ai l'option, pas le droit de les acheter. Alors, c'est des options d'achat. Des calls, c'est des options d'achat. On va regarder les calls et les puts. Alors, à chaque fois que je donne le cours financier, j'achète des calls. Alors, pendant la session, le prix de l'action, elle a bougé. Donc, le prix du call, lui aussi, a bougé. Donc, les options, ce sont des produits dérivés. Ce ne sont pas des produits financiers qui ont des propriétés propres. Ils dérivent leur valeur de quelque chose autre. Pour une option, dérive sa valeur du prix d'une action. Donc, une action, c'est le titre boursier d'une compagnie. Aujourd'hui, on va parler de BTEX. On peut aussi avoir des obligations. Alors, c'est de la dette pour une compagnie. Alors, c'est un instrument financier. Alors, il y a beaucoup de produits dérivés qui tirent leur valeur sur les actions et les obligations. Pourquoi que ça existe? Ben, écoute, le marché désire ça, c'est pour ça que ça existe. Alors, aujourd'hui, on va voir les options. Il y a deux types d'options. Une option d'achat, qui est l'option d'acheter, mais pas l'obligation d'acheter le sous-jacent, qui est une action. Alors, moi, mes calls sur BTEX, c'est des options d'achat. J'ai l'option, d'ici le 15 décembre 2023, d'acheter jusqu'à 2000 actions de BTEX au prix de 5,75. Donc, si le 15 décembre 2023, une action de BTEX est à 10$, je peux acheter 2000 actions pour 5,75. Si le prix de l'action à l'échéance est de 5$, ben, je ne vais pas acheter pour 5,75 des actions qui valent 5$. Donc, mon option, elle va expirer sans aucune valeur. Si le prix de BTEX est à 10$, chacune de mes options vont valoir 4,25. Et si le prix de l'action de BTEX est de 5, mes options vont expirer sans aucune valeur. Un put, c'est une option de vente. Ça donne le droit, mais pas l'obligation de vendre le sous-jacent. Et je n'ai pas besoin d'acheter l'action aujourd'hui pour la vendre plus tard. C'est comme une police d'assurance vie sur une action. Donc, si le prix de l'action plante, je suis capable de vendre cette action pour plus cher. Et si le prix de l'action grimpe, ben, je vais tout simplement laisser l'option expirer. On peut être des acheteurs d'options. On peut être des vendeurs d'options. C'est pour ça que j'utilise les termes américains. Un call, c'est une option d'achat. Un put, c'est une option de vente. Je peux acheter une option d'achat, je peux acheter une option de vente, je peux vendre une option d'achat, je peux vendre une option de vente. Et c'est pour cette raison-là que je vais utiliser la terminologie américaine. Je veux dire, j'achète, je veux dire, je suis long. Long veut juste dire acheter, mais ça veut aussi dire acheter avec de l'argent emprunté. Et je peux être short, une option ou une action. Ça veut dire vendre ou une vente. Ben, ça inclut aussi vendre quelque chose qu'on ne possède pas, qui est une vente à découvert, ce qu'on appelle un short. Alors, le film The Big Short, ils ont vendu plein d'obligations gouvernementales hypothécaires qu'ils ne possédaient pas. Alors, ils les ont vendus. Ils les empruntent d'une banque, ils les vendent sur le marché, puis plus tard, quand ils se sont écrasés, ils les ont rachetés pour des cents sur le dollar. Alors, ça, c'est un short. Par contre, quand tu es short, tu as aussi le risque que le prix du titre grimpe. Et dans ce cas-là, si on regarde dans le cas de GameStop, il y a plein de spéculateurs qui ont shorté des actions de GameStop quand il était à 20$.
Puis ensuite, tu as plein de petits investisseurs qui se sont arrangés pour acheter comme des malades des actions de GameStop. Et le prix de l'action est monté jusqu'à 450 $. Mais si tu as shorté GameStop à 20 $, tu es obligé de le racheter à un moment donné. Alors, tu as du collatéral, tu vas voir ce qu'on appelle un margin call. OK. Donc, ce qu'on va voir au cours 10, c'est les contrats à terme et les contrats à terme standardisés. Alors, des contrats à terme, c'est des forward. Des contrats à terme standards, c'est des futures. Alors, on va parler du film Trading Places, qui était un film qui avait un rapport avec les futures. Mais un contrat à terme, c'est n'importe quel contrat. Tu vends un produit aujourd'hui que tu vas juste avoir dans le futur. Donc, tu peux vendre ta récolte aujourd'hui, mais tu vas la récolter dans 8 mois. Un joueur de hockey, il vend ses services. Le Canadien de Montréal achète des services avec un contrat. C'est un forward. Ça, on va le voir au cours 10. Et un autre produit dérivé qui est probablement le plus gros produit dérivé au monde, c'est les swaps. Par contre, nous, on ne va pas faire ça dans le cours finance. Un swap, ben, comment expliquer un swap? Je vais tout simplement vous expliquer l'histoire du premier swap. Alors, tu avais une compagnie américaine qui s'appelait Disney. Puis il y avait des spéculateurs ou des investisseurs au Japon qui voulaient créer un Disney au Japon. Maintenant, Tokyo Disney n'appartient pas à Disney Corp, la corporation Disney. Alors, c'est une licence pour ouvrir un Disney à Tokyo. Donc, dans les années 70, peut-être que la valeur de cette licence était de 10 millions par année. Par contre, le taux de change était de 200 yens au dollar. Donc, ce n'était pas 10 millions qui se faisaient payer Disney. C'était 2 milliards de yens. Maintenant, tu as Disney qui est une compagnie américaine. Elle ne sait pas c'est quoi des yens. En même temps, tu avais une compagnie japonaise qui voulait s'installer aux États-Unis. Cette compagnie s'appelait Toyota. Et Toyota s'attendait à faire des profits. C'était les années 70, tout le monde voulait acheter des voitures japonaises. Donc, le problème pour Toyota, c'est qu'ils investissent aux États-Unis, mais tous leurs profits sont en dollars américains. Supposons que leurs profits sont 10 millions par année. Eux, c'est une compagnie japonaise, ils n'ont rien à foutre avec des dollars américains, ils veulent des yens. Donc, tu avais un intervenant qui est venu puis a créé un marché, c'était Goldman Sachs. Goldman Sachs, c'est une grosse banque institutionnelle aux États-Unis, un investment bank. Puis on dit à Disney, écoute, Disney, Tokyo Disney, vous allez me payer à moi 2 milliards de yens pour chacune des 10 prochaines années. Et moi, Goldman Sachs, je vais payer 10 millions à Disney Corp. Toyota, toi, tu vas me payer 10 millions. Tu vas me payer 10 millions pour les 10 prochaines années en dollars et je vais te donner 2 milliards de yens à chaque année. Donc, en d'autres mots, c'était des cash flows qui étaient nuls. Probablement que Goldman Sachs n'a pas fait ça gratuitement. Ils ont dit, écoute, on va te charger du 1 ou du 2 Alors, 10 millions par année, 2 par année, c'était 200 000 qu'elle récoltait. Alors, ça, c'est le marché des swaps. Et le marché des swaps aujourd'hui, c'est tout simplement en train de se swapper des taux de change et aussi des taux d'intérêt. Il y a des swaps sur des taux d'intérêt fixes versus flottants. Alors, on est en train de s'échanger des monnaies. Et c'est un des marchés les plus gros au monde. Je pense que c'est un marché qui a quelque chose comme 65 trillions de dollars de notionnels qui sont échangés. Alors, alors c'est les 3 produits dérivés qui sont les plus populaires. Au cours 7, on regarde les options. Au cours 10, on regarde les forwards et les futures. Quand je donnais le cours Finance 3 qui était sur les produits dérivés, on voyait les swaps en profondeur. OK. Alors, généralement, c'est un produit qui tire sa valeur sur un actif sous-jacent. Pour les swaps, c'est généralement une monnaie ou un taux d'intérêt. Pour des options, ça va généralement être des actions. Pour des forwards, ça va être des forwards et des futures, ça va être n'importe quel autre produit, actif physique ou actif financier. Alors, tu peux avoir des forward sur des obligations, ce qu'on appelle des commodities, alors l'or, le bétail, le blé, le bois, le pétrole. Alors, les futures du pétrole, depuis le début de la session, je vous parle du futures sur le pétrole pour le prix de BTEX, des taux d'intérêt. Alors, la vraie grosse différence entre un forward et un futures, ben, c'est que un futures, comme les options sont généralement vendues sur un échange, tu peux aller sur ta banque en ligne et acheter ou vendre, ou long ou short,
le produit dérivé. Alors, c'est vendu sur un échange. On appelle ça exchange traded en anglais. C'est des produits qui sont très standardisés. Alors, des options sont pareilles partout. Des futures, c'est pareil d'une institution à l'autre. C'est sur un lieu centralisé. Alors, nous, on va regarder, pour le marché des futures, au cours 10, on va regarder le Chicago Mercantile Exchange, ce qu'on appelle le MERC. Mais la Bourse de Montréal, c'est les options sur les compagnies canadiennes. C'est une petite bourse à Montréal. C'est soutenu par une chambre de compensation. Une chambre de compensation, c'est une grosse banque d'investissement. Pensez à Goldman Sachs. Mais moi, quand j'achète en ligne, c'est soutenu par TD. Alors, TD s'assure que des acheteurs et des vendeurs, c'est pour ça que je paye une commission. Donc, tantôt, je vous ai dit que je paye 34,99 pour mes options. Pour 2000 options, c'est une bonne commission. Je pourrais aller sur Robinhood pour acheter mes options. Je ne paierais pas de commission, mais probablement que je n'aurais pas payé 36 cents, j'aurais peut-être payé 38 cents. Robinhood, ce n'est pas l'aubaine que vous pensez que c'est. Alors, généralement, si c'est vendu sur un échange, c'est soutenu par une réglementation rigide. Alors, aux États-Unis, tu as le Securities Exchange Commission et au Canada, tu as l'Office du superintendant des institutions financières. Alors, les options puis les futures, c'est vendu sur un échange. Si ce n'est pas vendu sur un échange, ça veut dire que c'est à toi de trouver la contrepartie et on appelle ça over-the-counter, alors de gré en gré. Alors, c'est toi qui dois trouver la contrepartie. Alors, tu as un coût additionnel là. Alors, comme le joueur de hockey qui s'est fait signer par le Canadien de Montréal, tu as tout un principe de négociation pour le contrat. Alors, un forward, c'est un contrat qui n'est pas standardisé. Alors, c'est vendu directement entre deux personnes. Il n'y a aucun lieu centralisé, sauf que dans l'exception de Goldman Sachs, le marché des swaps, Goldman Sachs ont leur livre. Alors, tu peux contacter Goldman Sachs directement. C'est devenu de plus en plus liquide. Mais je veux dire, tu ne peux pas juste peser un bouton puis t'acquérir un joueur de hockey. Il faut qu'il y ait de la négociation. Alors, ça a un coût supplémentaire. Alors, votre bail, si vous avez un appartement, c'est un forward. Et le marché des swaps, comme Disney et Toyota, il faut trouver une contrepartie, mais dans le marché des swaps, c'est devenu de plus en plus liquide, mais ce n'est pas transigé à la bourse. OK. Donc, on peut acheter ou vendre des outils financiers. Alors, on achète ou on vend des outils financiers. Alors, au lieu de dire acheter, je veux dire long. Et la raison, c'est parce que tu peux être long un call, tu peux être long un put. Long un call, c'est acheter une option d'achat et long un put, c'est acheter une option de vente. Alors, le call, c'est l'option d'achat. Ça, c'est qu'est-ce que tu es en train d'acheter. Tu long un call. Tu peux aussi vendre un call. Alors, moi, quand j'ai acheté le call à la bourse, les 2000 calls à la bourse, c'est quelqu'un qui était short ces calls-là. Alors, si jamais le call vaut de l'argent à la fin, ou si jamais je revends les calls, bien, celui qui a créé le call, qui me l'a vendu, bien, lui, il va être obligé de payer la contrepartie. Et TD, vu que c'était acheté avec TD va s'assurer que je me fais payer, si je me fais payer. Alors, long, ça veut dire acheter. Quand vous empruntez de l'argent pour acheter une maison, vous ne vous achetez pas une maison, vous avez une hypothèque, vous êtes long une maison. Vous empruntez de l'argent pour acheter une maison. Ça, c'est long. Et short, vous vendez quelque chose que vous ne possédez pas. Donc, le joueur de hockey qui vend ses services, il est short ses services. Alors, il ne vend pas aujourd'hui ses services. Il les vend dans le futur, mais il n'a pas encore réglé ses obligations. Le fermier peut vendre sa récolte. Alors, le marché des futures a été créé à Chicago parce que les fermiers arrivaient tout le temps au même endroit, puis ils mettaient leur récolte. S'ils ne vendaient pas leur récolte, ils ne ramenaient pas ça à la maison, ils mettaient ça dans la rivière. Donc, ils ont créé le marché des futures pour réglementer quand est-ce que le monde venait pour vendre à Chicago leur récolte. C'est comme ça que le marché a été créé. Tu peux aussi être short une action. Alors, moi, je pourrais vendre une action que je ne possède pas en espérant que le prix de l'action baisse dans le futur. Donc, long veut dire acheter, mais généralement avec un prêt. Short veut dire vendre, mais généralement ou ça inclut aussi vendre quelque chose qu'on ne possède pas. Donc, long, un achat à découvert, ben, je m'engage à acheter un actif. Donc, moi, quand j'ai signé mon bail, je m'engageais à acheter une année de service pour mon appartement. Le Canadien de Montréal, quand ils ont signé un joueur de hockey, ils s'engagent pour les N prochaines années à
acheter les services d'un joueur de hockey. Métro, qui s'engage aujourd'hui à acheter du blé dans 6 mois, c'est la même chose. Il s'engage à acheter, il achète quelque chose qui n'existe pas nécessairement en ce moment. Ça peut être un actif physique comme l'or, le pétrole, le blé, n'importe quel métal de base. Alors, si c'est un produit qui est très standard, ça va généralement être soit une option, un forward ou un futures. Ou ça peut être aussi un actif financier. Alors, il y a un futures qui s'appelle le S&P 500. Tu peux acheter l'index de la même façon que tu pourrais acheter ou vendre BTEX. Alors, ça peut être sur une action, une obligation qui n'était pas ici, un indice, un taux d'intérêt ou même une monnaie étrangère. OK, short, c'est l'inverse, ça veut juste dire vendre. Maintenant, à un examen, si vous dites on achète une option d'achat, vous avez vos points. Alors, c'est juste pour faire la distinction entre acheter une option d'achat, vendre une option d'achat. Vendre une option de vente et acheter une option de vente. Alors, ça peut être ça peut porter à confusion. Donc, short veut juste dire vendre, mais ça peut être quelque chose qu'on ne possède pas encore. Alors, on vend un actif financier ou un actif physique. Comme je vous ai dit, le fermier qui vend dans 6 mois sa récolte. Ou bedon, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu peux emprunter de la banque une action, tu la vends sur le marché parce que tu penses que le prix de l'action va planter. Par la suite, tu rachètes le titre plus tard et tu rembourses ton prêt à la banque. Alors, tu ne dois pas de l'argent à la banque, tu dois une action à la banque. Mais par contre, si cette action paye des dividendes, puis tu l'as shorté, tu es responsable des dividendes qui devraient être versés. OK. Alors, l'exemple que j'aime bien faire, c'est l'exemple de Nortel en 2001. Alors, en 2001, le prix d'une action de Nortel était de 126 $. Alors, Nortel, vous savez, ça n'existe plus. L'action ne versait aucun dividende. Alors, il y a un spéculateur qui peut venir, puis il peut emprunter 1 million d'actions de Nortel du régime de retraite de Hydro-Québec et les vendre sur le marché pour 126 $ l'action. Alors, c'est imaginaire, ça s'est pas réalisé, mais ça pourrait être le cas. Un an plus tard, le prix d'une action de Nortel est de 1 $. Donc, le spéculateur, il va tout simplement sur le marché, puis il achète 1 million d'actions de Nortel pour 1 $. Alors, Nortel avait planté en 2001 de 126 à 1 $. Donc, tu rachètes pour 1 million de dollars, 1 million d'actions et tu le remets à Hydro-Québec. Alors, du point de vue de Hydro-Québec, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que dans leur portefeuille, ils ont 1 million qui a été emprunté par quelqu'un, probablement une banque qui l'a par la suite prêté aux spéculateurs. Et la banque s'assure que, je veux dire, tous les cash flows nécessaires, ils reviennent à Hydro-Québec. Par contre, le spéculateur a vendu 1 million de titres à 126 $ et ils ont racheté plus tard pour 1 $. Donc, sur chaque titre shorté, il a fait 125 $. Donc, il a fait un profit de 125 millions de dollars. Hydro-Québec, au début de l'année, elle avait 1 million de titres à 126. C'est 1 million de titres valent 1 $. Donc, le portefeuille d'Hydro-Québec a perdu 125 millions de dollars. Donc, qu'est-ce que le spéculateur fait dans le régime de retraite d'Hydro-Québec? Même si le spéculateur n'aurait rien fait, Hydro-Québec aurait perdu 125 millions sur les titres de Nortel. Alors, Nortel, je pense que ça a été racheté par Ericsson en 2006 ou 2007. Ça n'existe plus aujourd'hui. OK. Alors, on va regarder maintenant les options. Alors, les 2000 options de BTEX que j'ai achetées pour 36 cents, 38 avec la commission. Alors, c'est des options d'achat. Je suis long 2000 calls de BTEX. Alors, si je reviens à mes options de BTEX, alors, je suis long 2000 calls de BTEX. Le prix que j'ai payé à l'origine, c'était de 36 cents. Ce prix va fluctuer dépendant du prix de BTEX. Maintenant, à l'origine, une action de BTEX valait 5,37. Et c'est pour ça que j'ai été capable d'acheter les calls. Alors, le 29 août, j'ai acheté 2000 calls pour 36 $. Ces options ont une expiration, une date d'expiration du 15 décembre 2023. Pour nous, on va tout simplement dire en année. On avait 4 mois, donc un tiers d'année. Et le prix d'exécution est de 5,75. Ça veut dire que j'ai le droit, mais pas l'obligation, avant le 15 décembre 2023, d'acheter jusqu'à 2000 actions du sous-jacent de BTEX
au prix de 5,75. Donc, alors, un call nous donne le droit, mais pas l'obligation d'acheter une action à un prix d'exécution K. Ici, dans le cas de BTX, c'est 5,75. Ce 5,75, on appelle ça le strike. Alors, le prix d'exécution. À une date ultérieure T, on avait dit que c'était le 15 décembre 2023, mais on peut dire que c'est 4 mois. Donc, on va dire un tiers d'année. T est égal à un tiers. Je n'ai pas acheté de put. Un put, c'est une option de vente. Ça te donne le droit, mais pas l'obligation de vendre le sous-jacent. Alors, dans mon portefeuille à moi, qui perd de l'argent à chaque lundi, à chaque lundi, j'ai un portefeuille qui perd de l'argent. Alors, je ne l'ai pas ouvert en ce moment. Je vais essayer de l'ouvrir. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que dans mon portefeuille, j'ai 500 actions de BTX. Si j'achetais des puts, c'est comme une assurance vie sur ces actions parce que si le prix de l'action chute, je me fais compenser avec le put. Ça me donne le droit de... Alors, aujourd'hui, BTX est à environ 6 piastres. Si le prix de l'action chute à 4 piastres et j'ai un put, j'ai le droit de prendre cette action et de le vendre pour le prix d'exécution. Supposons que c'est encore une fois 5,75. Donc, j'ai le droit de vendre quelque chose qui vaut moins cher pour un prix plus grand. Alors, c'est comme une assurance vie sur une action. Alors, prix d'exécution, prix d'exercice, strike, c'est tous des termes qui sont communs. Alors, ici, dans ce cas, pour les options, nous, on va tout le temps faire des options sur des actions. Alors, le sous-jacent va tout le temps être une action. Et donc, il dérive sa valeur du prix de l'action sous-jacente. Donc, pour acquérir une option, on doit payer une prime à l'original. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que moi, j'ai payé 36 cents à celui qui l'a créé. J'ai payé 34,99 à TD. Alors, j'ai payé comme 38 cents chaque option. La valeur au livre de mes options, c'est 38 cents. Donc, il n'y a rien alors, il y a rien dans le monde qui est gratuit. Donc, celui qui m'a vendu l'option, il ne pensait pas que le prix de BTX était pour grimper. Moi, je pensais le contraire. C'est pour ça que j'ai acheté l'option. Donc, j'ai payé 2000 options, 38 cents chaque, environ 760 $. Maintenant, si jamais il y a une action qui a un dividende, le prix de l'action, le prix de l'option tient compte du dividende. Il n'y a rien qui arrive à l'option. Si par contre, il y a une action qui a un split, c'est quoi un split? Je vais vous montrer ça dans une seconde. Alors, si on prend Amazon. Alors, Amazon, au 6 juin 2022, la veille, le prix d'une action de Amazon était de 2100 $. Alors, une action valait 2100 $. Supposons que j'ai une option sur Amazon à 2000 $. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le 6 juin, il y a eu un split. Alors, si tu as une action de Amazon à 2100 $, il y avait un split du 20 pour 1. Ça veut dire que le lendemain, tu aurais 20 actions de Amazon à 110 $. Par contre, ton option va tenir compte du split. Ce serait un peu ridicule. Je veux dire, c'est un call à 2000 $. Amazon ne va pas aller de 100 $ à 2000 $ demain. Donc, au lieu d'avoir une option à 2000 $, vu que le split, c'est du 20 pour 1, tu vas avoir 20 options à 100 $. Donc, ça tient compte des splits. Par contre, une action qui verse un dividende comme BTX verse un dividende de 2 cents, ça va baisser le prix de l'action. C'est déjà tenu compte dans le prix de vente de mon option. Alors, c'était tenu compte. Donc, la terminologie. Alors, C, c'est le prix du call et le prix du call n'est pas fixe. Il se transige à la bourse, donc il s'échange dans le temps. P, c'est le prix du put, c'est le prix d'acquisition du put ou le prix du put à n'importe quel moment. S, c'est le prix du marché du sous-jacent, ce qu'on appelle le spot price en anglais. Donc, c'est le prix d'une action de BTX. Donc, C va dépendre du prix de BTX. Le prix de BTX, ça, c'est S. Alors, en date d'aujourd'hui, BTX est à 5,98. Alors, quand j'ai acheté les options, BTX était à 5,37. Ça avait monté jusqu'à
6,31, puis maintenant, ça a baissé un peu. Écoute, ça fluctue. Espérons que ça monte, mais vu que mon investissement, c'était juste 760, ça se peut que ça baisse. Écoute, je suis prêt à accepter une perte. Donc, comme je vous ai dit, les lundis, j'ai tout le temps le lundi qui me tue, alors j'ai une mauvaise journée aujourd'hui. C'est tout le temps le lundi. Et K, c'est le prix d'exécution. Dans le cas de BTEX, mes options de BTEX, c'est 5,75. Alors, S, le prix de l'action. En date d'aujourd'hui, BTEX, laisse-moi juste le trouver. BTEX est à 5,88. Alors, depuis le début de la session, à chaque lundi, j'écris c'est quoi la valeur des options. Alors, la valeur des options que j'ai, où est-ce que je l'ai mis? Alors, regardons qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de la session. Alors, j'ai noté ici la valeur du prix d'un baril du pétrole parce que l'action de BTEX dépend un peu, dépend entièrement du prix du pétrole. Alors, j'ai acheté 2000 options à 36 cents quand le prix de l'action était de 5,37. Alors, comme je vous ai dit, le prix de l'action a le grimpé. Alors, je l'ai acheté ici, ça a grimpé, ça a planté, ça a grimpé, ça a planté, ça a grimpé. Écoute, ça bouge, c'est volatile. Donc, le prix est allé de 5,37 et 3 semaines plus tard, l'action est à 5,86. Donc, mon option qui m'a coûté 36 a grimpé jusqu'à 36 cents, je veux dire, a grimpé jusqu'à 51 cents, multiplié par 2000 fois. Par la suite, le prix de l'action, elle a planté jusqu'à 5,41 et mon option qui valait 51 cents, elle a planté à 30 cents. Là, j'étais dans le rouge. Par la suite, ça a grimpé jusqu'à 6,32 et le prix d'une option était de 77 cents. Et j'ai essayé de faire mon fainéant à ce moment-là. J'ai décidé de vendre la moitié de mes options et j'ai mis une mise de 80 cents. S'il y avait quelqu'un qui était prêt à me payer 80 cents pour la moitié de mes options, je serais capable de récupérer mon investissement initial. Et là, c'est juste l'argent du casino qui est en train de jouer. Mais par contre, le marché des options n'est pas aussi liquide que le marché des actions. Il n'est vraiment pas liquide, mais il y a des marchés qui sont encore moins liquides, surtout des options canadiennes. Bien sûr, qu'est-ce qui arrive, c'est que le prix de l'action plante. Par la suite, il monte encore. Alors, le prix de l'action plante pendant 2 semaines, donc le prix de l'option a planté pendant 2 semaines. Il grimpe par la suite, il monte jusqu'à 63 cents l'option. Et ensuite, le jeudi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Baytex a publié ses profits. On s'attendait à 23 cents de profit. Elle avait juste 15 cents de profit. Et donc, le prix de l'action, elle a chuté. Aujourd'hui, est en date à vaut 5,88 et l'option vaut plus ou moins qu'est-ce que j'ai payé pour. OK? Alors, ça, c'est les options de Baytex depuis le début de la session. Au cours 10, on va revisiter ce graphe parce que la dernière colonne, c'était le prix du baril, le futures du baril du pétrole. Alors, on peut transiger le pétrole avec un produit dérivé. OK, donc, il y a une règle qui dit qu'on ne devrait jamais exécuter une option. Parce que si je regarde juste aujourd'hui, la valeur de mon option, elle coûte 37 cents. J'ai le droit d'acheter une action pour 5,75. Donc, si j'achète une action pour 5,75, je vais faire 13 cents de profit par option. Ce 13 cents, ça, on appelle ça la valeur intrinsèque. On va voir ça dans une minute. L'affaire, c'est que je peux faire 13 cents de profit si j'exerce aujourd'hui mon option. Ou ben donc, je pourrais vendre l'option pour 37 cents. C'est pour ça qu'il y a une règle qui dit on n'exerce jamais une option, on la vend à la place. Parce que le prix de vente peut tout le temps être plus grand que la valeur intrinsèque si on l'exerce aujourd'hui. OK, donc, un exemple. J'ai une action de TD qui se vend aujourd'hui à 55 $. Alors, c'est un exemple d'il y a quelques années. Alors, le strike price en date d'aujourd'hui est de 55 $. Le spot est de 55 $. Le prix d'une action de TD, 55. Il y a un call qui existe au prix d'exécution de 50. Donc, le strike est de 50 $ et c'est valide pour 1 an. Pour acheter cette option, je dois payer 6 $. Ça, c'est le prix du call. C est égal à 6. Maintenant, supposons qu'on garde l'option pendant une année. Quelle est la valeur de cette option à échéance si
le prix de l'action à échéance est de 0. Ça veut dire TD a fait banqueroute, ce qui ne va jamais arriver. Mais si TD fait banqueroute dans la prochaine année, quelle est la valeur de l'option? Si TD vaut 40, 50, 60 ou 100 $, quelle est la valeur de l'option? Maintenant, je répète, un call nous donne le droit, mais pas l'obligation d'acheter le sous-jacent à une date ultérieure à un prix prédéterminé. Alors, à n'importe quel moment dans le futur, je peux acheter TD pour 50 $. Mais je ne suis pas obligé. Alors, si dans un an, TD fait banqueroute, je ne vais pas acheter une action qui vaut 0 $ pour 50 $ si je ne suis pas obligé de le faire. Donc, je ne vais pas le faire. Donc, une option ne peut pas avoir une valeur négative. Si le prix de l'action est en dessous de 50 $, je ne vais pas exercer l'option. Pourquoi? Je ne vais pas acheter quelque chose qui vaut moins que 50 $ pour 50 $ si je ne suis pas obligé. Cependant, si dans un an, TD vaut 60 $ une action, mais maintenant, j'ai le droit d'acheter une action pour 50 $ et de la revendre immédiatement sur le marché libre pour 60 $. Donc, j'exerce mon option, j'achète l'action sous-jacente. Celui qui m'a vendu le call, il doit maintenant me vendre une action pour 50 $ et je peux le vendre sur le marché pour 60. Alors, l'option, elle vaut 10 $. Mais par contre, j'ai juste 4 $ de profit. Pourquoi j'ai payé 6 $ pour l'option? Si le prix de l'action de TD dans un an est de 100 $, ça veut dire que je peux acheter une action pour 50 $. Alors, celui qui m'a vendu le call doit maintenant me vendre une action pour 50 $ et je peux vendre cette action pour 100 $. Donc, chaque option va valoir 50 $ ou donc 44 $ de profit. Donc, un call va juste être exercé si le prix d'une action de TD est plus grand que 50 $. En dessous de 50 $, j'ai l'option d'acheter quelque chose pour 50, mais pas l'obligation. Donc, si le prix de l'action sur le marché libre est en dessous de 50 $, ça ne vaut pas la peine d'exercer l'option. Donc, une option peut expirer sans aucune valeur, mais avant l'expiration, elle va tout le temps avoir une valeur positive. Donc, si dans un an, le prix d'une action, autant T est égal à 1, le prix d'une action de TD est de 0. La compagnie elle a fait banqueroute. Je ne vais pas exercer mon option et payer 50 $ pour quelque chose qui vaut 0. Donc, je ne vais pas exercer l'option. Et je vais avoir perdu, le call va valoir 0 et je vais avoir perdu mon investissement de 6 $. Même chose si le prix de l'action est de 40 $. Je ne vais pas acheter quelque chose qui vaut 40 pour 50 $ si je ne suis pas obligé. Donc, je ne vais pas exercer le call. Et de même, à 50, ben c'est là où est-ce qu'on est indifférent. Alors, à 50, on ne va pas l'exercer, on ne va pas se tracasser, on va pas se troubler. Et donc, le call va expirer sans aucune valeur. Et je vais avoir perdu mon 6 $ d'investissement. Si par contre, dans un an, le prix d'une action de TD est à 56 $, je vais exercer le call. Pourquoi? Je peux acheter quelque chose qui vaut 56 $ pour 50 $. Donc, l'originaire va me vendre une action maintenant pour 50 $ et cette action, elle vaut 56 sur le marché. Alors, je pourrais le vendre tout de suite sur le marché ou le garder, mais il va valoir 6 $, je vais avoir fait 6 $ de valeur sur l'option. Par contre, j'ai payé 6 $ pour acheter l'option, donc je vais avoir 0 de profit. Et si je reviens à BTX, alors le break-even dans ce cas-ci, c'est 56. Pour BTX, vu que mon prix d'exécution est de 56 et j'ai payé environ 38 cents par option, ça veut dire que pour faire un profit sur ma transaction avant le 15 décembre ou au 15 décembre, pour faire un profit, je dois avoir le prix de l'action devrait être d'au moins 5,75 plus 38 cents. Donc, si le prix de l'action est à 6,13 et plus, je vais avoir faire un profit. Entre 5,75 et 6,13, l'option va avoir de la valeur, mais va être inférieure à 38 cents. Je vais être perdant sur la transaction. Historiquement, quand je suis gagnant, je fais pas mal d'argent parce que je suis rentré, il y a ce qu'on appelle l'effet de levier. Et quand je suis perdant, j'ai perdu tout mon investissement. C'est très rare. C'est frustrant d'ailleurs quand tu essaies de vendre une option puis est entre le 0 et le prix d'achat de l'option. C'est un peu frustrant le vendredi de fermeture, d'avoir l'option dans ton portefeuille. J'essaie soit de le vendre le jeudi ou donc il expire sans aucune valeur. Historiquement, ceux qui achètent des options comme moi je le fais, ils ont un taux de succès de 20 %.
Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de l'argent. C'est juste que 80 du temps, ils perdent leur investissement. Donc, ils perdent 100 de leur investissement 80 du temps ou jusqu'à 100 de leur investissement. Mais le 20 du temps qu'ils font de l'argent, ils vont faire 4, 5, 600 Alors, j'ai payé mes options pour 38 cents, mais imaginez que BTEX se rend jusqu'à 10 piastres. Chaque option va avoir une valeur de 4,25. Donc, quand tu es gagnant, tu es généralement vraiment gagnant. Et mon gros champion, c'était en 2016. J'ai acheté des calls sur Scotiabank. Alors, j'ai acheté des calls sur Scotiabank en 2016. Je vais sortir le graphe de Scotiabank. Alors, Scotiabank venait juste de planter en 2016. Alors, je vais sortir le graphe. Scotiabank, en 2016, quand j'ai acheté les options sur Scotiabank, il venait juste d'avoir une légère, ce qu'on appelle une correction d'environ 20 du prix du sous-jacent. Alors, ça va prendre quelques secondes de revenir. Donc, j'avais vu que Scotiabank valait 65 pièces l'action. Elle avait chuté jusqu'à 50 pièces, puis je me suis dit, écoute, cette chute n'est pas justifiée. Donc, j'ai acheté des options de 1 an sur Scotiabank, quand le prix de l'action était à 55 avec un strike de 62. Donc, il fallait que le prix de l'action grimpe en haut de 62 Alors, si on peut regarder en 2016. Alors, c'est ça. Alors, Scotiabank, à son paroxysme, à son plus élevé, est à 72, avait planté jusqu'à 50 et environ ici, je me suis dit, je vais acheter des options. Je pense que ça va retourner vers 62, 63. Donc, j'ai acheté des options, 5000 options pour 80 cents chaque. J'étais un peu plus ambitieux à ce moment-là. 500 options à 5000 options à 80 cents chaque. Un investissement de 4000 avec un strike de 62, avec une échéance de 1 an. Et 1 an plus tard, non seulement est revenue à son point d'origine, mais elle avait grimpé jusqu'en janvier, le prix avait grimpé jusqu'à 75 Donc, j'avais le droit d'acheter 5000 actions à 62 qui en valaient 78. Donc, 5000 options avaient fait un profit de 16, c'était environ 14 piastres. 5000. Alors, j'avais fait un profit cette année-là de 70 000 sur un investissement de 4 piastres. Ce qui était vraiment drôle, par contre, c'est que il y avait comme, quand j'ai acheté l'option, ça avait explosé immédiatement jusqu'à son point de départ. Alors, mes options qui valaient 80 cents pendant que je donnais le cours pendant cette session-là, l'option est allée de 80 cents jusqu'à 5 piastres. Alors, mes étudiants ont vu leur prof passer de 4 000 d'investissement à 25 000 à l'intérieur de quelques semaines. Alors, malheureusement, ça donne aussi l'impression que c'est facile de faire de l'argent à la bourse. Alors, pensez tout le monde qui parle de Bitcoin. Alors, pendant une année, tout le monde parlait de Bitcoin, mais ils ne parlent plus ces gens-là parce que c'est pas aussi facile que ça. J'ai eu un grand chelem, c'était en 2016. Donc, une option va être exercée si le prix à échéance de l'action est plus élevé que le strike. Donc ici, l'action de TD doit être plus grand que 50 Alors, la valeur du call, ça va être la différence entre le prix de l'action et 50 Alors, la différence entre S-K, si positif. Et ça, c'est la valeur du call à échéance, ce qu'on appelle la valeur intrinsèque. Et si on a payé 6 piastres pour ce call, on soustrait 6 piastres pour calculer notre fonction de profit. Donc, maintenant, on va faire la même chose pour un put. Alors, on va regarder un put. Un put, c'est une option de vente. Alors, on a le droit de vendre une action sous-jacente à un prix prédéterminé. Alors, encore une fois, c'est TD qui se vend aujourd'hui à 55 autant T est égal à 0. Il y a un put avec un strike de 50 Alors, c'est le même strike, valide pour 1 an. Le prix de ce put est de 10 piastres. Alors, généralement, les puts coûtent plus cher parce qu'il y a beaucoup de régimes de retraite qui aiment ça acheter des puts pour immuniser leur portefeuille, pour se protéger contre une chute comme la chute de Nortel en 2001. Donc, c'est comme une assurance vie sur une action. Donc, si le prix de l'action grimpe jusqu'à 100 si tu exerçais le put, tu as le droit maintenant de vendre l'action qui vaut 100 piastres, tu as le droit de le vendre pour 50 piastres. Est-ce que tu vas l'exercer l'option? Non. Si l'action vaut plus que 50 piastres, tu ne vas pas exercer l'option. Pourquoi? Ça ne vaut pas la peine de vendre quelque chose pour moins cher que ce qu'il vaut. Tu vas juste exercer l'option si l'action de TD dans 1 an
est plus petite que 50 $. Donc, quand tu achètes un put et tu n'as pas l'action sous-jacente, alors si tu es juste un spéculateur, tu voudrais que TD fait banqueroute et va jusqu'à zéro. Ça te donnerait le droit de vendre une action de TD qui vaut zéro pour 50 $. Alors, si on reprend GameStop, il y avait plein de monde qui ont shorté l'action de GameStop. Si à la place, ils auraient acheté des puts sur GameStop, ils auraient juste perdu leur investissement initial, le P, qu'ils auraient payé pour acheter le put. Mais ils ont été un peu greedy, puis ils ont shorté l'action. Et au lieu d'aller de 20 à 0, l'action est allée de 20 à 450, puis c'était ce qu'on appelle un short squeeze. Alors, tous les petits spéculateurs qui se sont associés ensemble pour faire monter le prix de l'action. Et par la suite, vu que tout le monde voulait, alors tous les shorts, ils devaient couvrir leur position parce qu'ils perdaient tellement d'argent, eux se sont remis à racheter aussi, qui a fait exploser le prix de l'action. Alors, on appelle ça un short squeeze. Il y a quelqu'un qui rentre dans les jeans des spéculateurs et commence à squeezer les testicules des spéculateurs. OK, maintenant, si le prix de l'action de TD chute à zéro, c'est qui va acheter l'action? Ben, alors si moi j'exerce mon put, celui qui m'a vendu le put, il a reçu 10 $, il est maintenant tenu. Maintenant, je vais lui vendre à lui. C'est pour ça qu'on dit que c'est un put. I'm putting the share on you. Celui qui m'a vendu l'option pour 10 $, il doit maintenant m'acheter l'action qui vaut 0 pour 50 $. Donc, celui qui exerce le put, si le prix de l'action est à 0, lui, il va avoir la valeur du put va être de 50 $, mais il a payé 10 $ pour, donc il va faire 40 $ de profit. Donc, une action va être, un put va être exercé à échéance si le prix de l'action est inférieur au strike. Donc, si TD au temps 1 est inférieur à 50 $. Idéalement, pour un put, TD va jusqu'à 0. Alors, si TD plante jusqu'à 0, on va exercer le put. Alors, si jamais le prix de l'action est inférieur à 50, on va exercer le put. Donc, celui qui m'a vendu l'option pour 10 $, je lui vends l'action qui vaut 0 pour 50 $. Il est tenu de me payer 50 $ pour cette option, donc pour cette action. Et donc, la valeur de l'option est de 50 $. J'ai payé 10 $ pour l'option et donc j'ai fait 40 $ de profit. Généralement, les puts coûtent plus cher parce qu'il y a plein de compagnies de régime de retraite qui veulent protéger leur portefeuille en achetant des puts. Alors, il y a plus d'acheteurs de puts que d'acheteurs de corps. C'est juste les profs de finance qui achètent des corps. Donc, si le prix de l'action est à 40 $, on va exercer le put. On va vendre une action qui vaut 40, on va la vendre pour 50 $. Donc, l'option vaut 10 $, mais vu que j'ai payé 10 $ pour le put, ben, je fais zéro de profit. Si par contre, l'action est à 45 $, je vais exercer le put, je vais vendre l'action qui vaut 45 pour 50, donc le put, il vaut 50, il vaut 5, mais j'ai payé 10 $ pour, donc je suis perdant. Et si le prix de l'action est plus grand que 50, je ne vais tout simplement pas exercer le put. Pourquoi? Je ne vais pas vendre quelque chose pour 50 $ s'il se transige pour plus que 50 $. Donc, si TD va de 55 aujourd'hui à 100 $ dans un an, je ne vais pas exercer le put. Pourquoi? Je ne vais pas vendre une action de 100 $ pour 50 $. J'ai l'option de rien faire. Et donc, le put va expirer sans aucune valeur. OK. Alors, il y a deux types d'options. Il y a des options américaines et il y a des options européennes. Il y a aussi un type d'option qui s'appelle des options asiatiques. On ne va pas toucher à ça. Ça ne veut pas dire que c'est des options qui sont transigées aux États-Unis ou en Europe ou en Asie. C'est une option américaine. Ben, une option européenne. Je peux juste exercer l'option à échéance. Donc, mes options de BTEX, c'est des options américaines. Je peux les exercer en tout temps. Mais comme je vous ai dit, il n'y a aucune raison d'exercer une option parce que si j'exerce l'option, je vais avoir sa valeur intrinsèque, mais si je la vends, je vais avoir sa valeur intrinsèque et davantage qui est le prix du corps. Alors, un put, c'est comme une assurance-vie. Un call, par contre, il y a certains spéculateurs qui vont vendre ce qu'on appelle des covered calls. Donc, si tu es propriétaire du titre sous-jacent, supposons que tu possèdes une action de BTEX, 2000 actions de BTEX, et tu me vends 2000 calls.
Alors, si jamais le prix de BTEX va jusqu'à 10$, ben, tu as les 2000 actions de BTEX. C'est triste, tu vas me vendre ces 2000 actions de BTEX pour 5,75. Si par contre, le prix de l'action est en dessous de 5,75 à exécution, mais celui qui m'a vendu le call, il fait 38 cents. Puis, ben, il y a encore ces actions. Alors, on appelle ça des covered calls. Il y a des spéculateurs qui font de l'argent avec ça. Tu es capable de faire un rendement supérieur, puis tu es protégé. Mais malheureusement, si jamais quelqu'un exerce ses options, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ben, les actions que tu avais, ben, tu vas devoir les vendre. Alors, des covered calls, tu vends tout le temps à un prix que tu ne t'attendrais pas à être obligé d'exercer. Il y a beaucoup de personnes qui vont vendre des options en s'attendant à jamais être obligé de les exercer. OK. Une option américaine, tu peux l'exercer en tout temps. Alors, mes options de BTEX sont américaines, je peux les exercer en tout temps, mais ça ne vaut pas la peine de les exercer parce que je peux tout le temps les vendre plus cher. Donc, c'est dénoté en majuscule. C pour un call, c'est majuscule, et P pour un put. Une option européenne va être dénotée C minuscule pour un call, P, le prix du put va être dénoté P minuscule. Maintenant, une chose à noter, l'option américaine possède toutes les qualités de l'option américaine, plus la possibilité de l'exécuter ou d'exercer l'option en tout temps. Donc, par défaut, je veux dire, si j'ai un char versus si j'ai le même char avec la clim, le char avec la clim va valoir plus que le char. Donc, nécessairement au moins autant. Donc, l'option américaine doit valoir au moins autant que l'option européenne, sinon plus. Alors, une option américaine possède toutes les caractéristiques d'une option européenne. Alors, la seule, donc, elle doit valoir au moins autant que l'option européenne. Si je suis capable d'exercer en tout temps l'option américaine, j'ai une qualité de plus, alors un avantage de plus avec cette option. Donc, elle devrait au moins valoir un peu plus. Donc, le prix d'un call américain devrait être plus grand que le prix d'un call européen et le prix d'un put américain devrait être plus grand qu'un put européen. Et je devrais aussi ajouter que cette valeur devrait toujours être plus grande ou égale à 0. Une option vaut juste 0 à échéance si elle est issue hors de l'argent. Alors, mes options de BTEX vont tout le temps valoir plus que 0 avant le 15 décembre. Il peut juste valoir 0 au 15 décembre si le prix de l'action sous-jacente est inférieur à 5,75. Ils vont expirer sans aucune valeur. Donc, la valeur intrinsèque du call. Alors, on n'exerce jamais des options parce qu'on a tout le temps plus en la vendant. Mais si on l'exerçait aujourd'hui, la valeur du call, ben ça, c'est la valeur intrinsèque. Alors, si je reviens à mes options de BTEX. En date d'aujourd'hui, BTEX, l'action est à 5,98. J'ai le droit d'acheter pour 5,75 en exerçant mon call. Donc, chaque call vaudrait 13 cents. Donc, ce 13 cents, on appelle ça la valeur intrinsèque. Les fois où est-ce que le prix de l'action était inférieur à 5,75, ben, si je ne vais pas les exercer parce que je ne vais pas acheter quelque chose qui vaut moins que 5,75. Je ne vais pas payer 5,75 si je ne suis pas obligé de le faire. Donc, c'est la valeur si je l'exerçais aujourd'hui. La valeur intrinsèque doit nécessairement être plus grande que 0. La différence entre le prix de l'option. Alors, aujourd'hui, l'option, elle vaut 37 cents et si je l'exerce, la valeur intrinsèque est de 13 cents. La différence entre les deux, on appelle ça la valeur temporelle. C'est tout le potentiel à la hausse. Alors, aujourd'hui, l'action est à 5,88. Si demain, le prix de l'action va jusqu'à 7 $, il y a un potentiel à la hausse là. Le potentiel à la baisse pour l'option, c'est juste le 37 cents. Le plus que je peux perdre à partir de ce moment-ci, c'est 37 cents par option. Mais par contre, mon potentiel à la hausse, il est techniquement infini. Mais plus que je m'approche du 15 décembre, plus que cette valeur va baisser. Alors, ça fluctue avec le temps, mais si on remarque au début, c'était 36 cents la valeur temporelle, 49 cents la semaine d'après. Puis ensuite, vu qu'il y a de plus en plus de temps, on se rapproche de plus en plus à l'expiration, on peut voir que tranquillement, pas vite, la valeur temporelle va vers la baisse. Alors, j'aimerais ça que le prix, la valeur intrinsèque commence à grimper. Et ça va arriver si le prix de l'action se met à grimper. Donc, si j'exerce aujourd'hui l'option,
la valeur que je vais recevoir, c'est la valeur intrinsèque, assumant que c'est positif. Alors, la valeur intrinsèque, c'est la valeur si je l'exerce aujourd'hui. Et la différence entre le prix de l'option et cette valeur intrinsèque, c'est tout le potentiel qui me reste de faire plus d'argent dans le futur. On appelle ça la valeur temporelle. En anglais, des fois, on va appeler ça time decay. Pourquoi time decay? Parce que ça a vu, plus qu'on s'approche de l'échéance, plus que la valeur temporelle, elle tend vers zéro. Et à échéance, la valeur temporelle va être nulle parce que, je veux dire, l'option va être expirée. Mais la valeur intrinsèque peut être positive. Alors, si jamais j'exerce un call, alors pour un call, alors si la valeur de l'action est plus grande que le prix d'exécution, je vais exercer le call. Normalement, je vais juste faire ça à échéance. Et celui qui m'a vendu le call doit maintenant me vendre l'action pour le prix d'exécution. Donc, si j'exerce à échéance le 15 décembre mes 2000 options, celui qui m'a vendu ces options doit maintenant me vendre 2000 actions de BTEX à 5,75. À n'importe quel moment avant, je pourrais vendre l'action sur le marché pour un prix S. Et donc, la valeur intrinsèque, ben, c'est la différence entre 5,75 et le prix d'aujourd'hui, qui est de 5,88. La valeur intrinsèque doit être positive, de même pour la valeur temporelle. Si le prix du call, si le prix de l'action est inférieur à K, on ne va pas exécuter l'option. Donc, la valeur intrinsèque, elle est nulle. La valeur intrinsèque, elle doit tout le temps être positive. Donc, pour un call, supposons que je suis l'acheteur du call. La valeur du call à échéance. Alors, la valeur du call entre 0 et 5,75, elle est nulle. Alors, le call vaudrait 0. Par contre, pour chaque dollar que le prix de l'action, alors si le prix de l'action est plus grand que le strike, pour chaque 1 dollar de valeur de l'action, j'ai 1 dollar de valeur du call. Donc, si à échéance, BTEX est à 6 piastres, chaque call vaut 25 cents. Si à échéance, BTEX vaut 7 piastres, 1 dollar de plus, chaque call vaut 1,25. Alors, 1 dollar de plus. Alors, une augmentation de 16 de l'action, c'est une augmentation de 400 de l'option. À 8 piastres, une autre augmentation de 14 de l'action, bien, chaque option de BTEX vaudrait 2,25. Donc, une augmentation de 80 . Alors, l'action, elle bouge un peu. L'option, la valeur de l'option peut vraiment bouger. Alors, si, supposons que BTEX est à 20 piastres, chaque option qui a été achetée pour 38 cents vaudrait 14,25. BTEX ne va pas valoir 20 piastres, mais ça serait le fun si elle vaudrait 7-8 piastres. Par contre, j'ai payé une prime de 38 cents. Donc, si la valeur de l'option elle est nulle, j'ai perdu 38 cents, mais ma fonction de profit, c'est une perte de 38 cents. Entre 5,75 et 6,13 dollars pour dollar, ou cent pour cent, la valeur de l'option va augmenter de cent pour cent. Donc, à 5,76, l'option vaut 1 cent. À 5,13, l'option vaut 38 cents. Donc, si l'option est à 5,75, l'action est à 5,75, mon option elle vaut 0 et j'ai perdu mon 38 cents. Pour chaque cent par la suite, entre 5,75 et 6,13, l'option va valoir entre 0 et 38 cents. Et à partir de 6,13 $, par la suite, c'est juste du profit. Donc, si l'action est à 7 $, je vais avoir fait ben, chaque option vaut 1,25, mais j'ai payé 38 cents. Donc, ça voudrait dire que j'ai 87 cents de profit. Maintenant, la valeur pour celui qui a acheté l'option, qui est long l'option, c'est l'inverse de celui qui est short l'option. Alors, celui qui me l'a vendu, c'est l'inverse. Alors, si l'action de BTEX est entre 0 et 5,75, l'option, elle expire sans aucune valeur. Il m'a vendu quelque chose qu'il ne va pas être obligé de payer dessus. Et donc, il va faire 38 cents de profit. Alors, lui, il fait un profit si l'action est en dessous de 5,75. Par la suite, pour chaque scène que BTEX est en haut de 5,75, l'option vaut 1 cent de plus. Donc, si l'action est à 6 piastres, l'option vaut 25 cents. Donc, la valeur de l'option est de 25 cents. Par contre, lui, il me l'a vendu pour 38 cents. Il fait quand même un profit de 13 cents. Alors, entre un prix de l'action de 5,75
et CC13, l'option, elle va avoir de la valeur. Par contre, elle va avoir une valeur inférieure au prix de vente et donc il va être profitable. Si jamais le prix de BTEX est en haut de CC13, celui qui m'a vendu l'option va être perdant sur l'option. Et si le prix de BTEX est de 10$, bien, il va devoir me vendre une action pour 5,75 qui vaut 10$. Alors, l'option vaudrait 4,25. Mais par contre, il a reçu 38 cents et donc sa fonction de profit serait 4,25 moins 38 cents, 3,77. Ce qui serait great, 3,87. Alors, ce qui serait great pour moi et pas si great pour celui qui m'a vendu l'option. Alors, quand tu achètes une option, tu veux que le prix de l'action grimpe. Et quand tu vends une option, tu veux que le prix de l'action ne grimpe pas. Alors, il peut rester flat. Alors, quand j'ai acheté les options, le prix de BTEX à l'origine était de 5,37. Si le prix de BTEX ne bouge pas, ben lui, il fait son 38 cents. Mais si le prix de BTEX baisse, lui, il fait quand même son 38 cents. C'est quand le prix de BTEX augmente que lui commence à être perdant. Donc, pour un put, c'est une option de vente. Alors, celui qui a acheté le put, il va juste l'exercer s'il est capable de vendre à un prix plus cher que le prix d'exécution. Donc, dans l'exemple de TD, il y avait un put avec un prix de 50. Donc, si le prix de TD est inférieur à 50 on est capable de vendre une action de TD pour 50 Donc, si TD est à 32 échéance, je vais exercer mon put et je vais prendre une action de TD pour 32 et je vais te la vendre pour 50 Donc, la valeur intrinsèque, c'est la différence entre K moins S si positif. Pourquoi si positif? Si K est inférieur à S, on ne va pas exécuter le put. Alors, on exécute le put seulement si K est plus grand que S. Donc, si K est plus petit que S, on exerce l'option. Donc, si K est plus grand que S, on exerce l'option. Alors, je vends mes actions de TD pour 50$. Si le prix de l'action est inférieur à 50$, j'exerce l'option. Si par contre, le prix de TD est en haut de 50$, je ne vais pas exercer l'option et la valeur intrinsèque, elle est donc nulle. Donc, la différence entre le prix de l'action et le prix de l'option, alors K moins S, c'est la valeur intrinsèque. Donc, si TD est à 32 la valeur intrinsèque, elle est de 18. Si S est plus grand que K, donc si le prix de l'action est supérieur au strike, donc TD est à 60, le strike est à 50, je ne vais pas te forcer d'acheter, je ne vais pas me forcer de te vendre quelque chose pour 50 si je n'ai pas l'obligation de le faire parce que je suis capable de le vendre sur le marché pour 60. Donc, je ne vais pas exercer l'option. Et la valeur intrinsèque, elle est nulle. Donc, la valeur intrinsèque pour un put, ben, c'est K moins S si ce chiffre est positif. Et bien sûr, encore une fois, la valeur intrinsèque doit nécessairement être plus grande ou égale à 0. Et la seule fois que la valeur intrinsèque va être, la valeur intrinsèque peut être 0 en tout temps, si le prix de l'action demeure toujours plus élevé que le strike. Maintenant, pour un put, celui qui a acheté un put, supposons qu'il a juste acheté le put. Il n'y a pas l'action sous-jacente. Alors, il a juste acheté le put, c'est un spéculateur. Lui, il veut que le prix de l'action plante. Si le prix de l'action plante à 0, il est capable de vendre pour K quelque chose qui vaut 0. Donc, dans l'action de TD, si elle plante à 0, moi, je serais capable, si j'ai acheté le put, de vendre l'action pour 50 malgré le fait qu'elle vaut 0. Alors, mon put, il vaut 50. La valeur du put, elle est maximisée quand l'action vaut 0 et la valeur du put est égale à K. Entre 0, alors si le prix de l'action est entre 0 et K, alors si TD, le prix de l'action est entre 0 et K, le put a de la valeur. Et cette valeur est égale à 50 moins le prix de l'action. Donc, à 32 le put vaut 18. À 45 le put vaut 5. À 0, le put vaut 50. Et c'est dollar pour dollar. Et en haut de 50 en haut du strike, le put ne va pas être exercé, donc la valeur intrinsèque, elle est nulle. Donc, la valeur intrinsèque pour un call, elle est nulle en dessous du strike et la valeur intrinsèque du put, elle est nulle en haut du strike. Donc, celui qui a acheté le put, si le prix de l'action, il plante à 0, ben, le put, il vaut K. Par contre, il a payé une prime P. Donc, sa fonction de profit, c'est la différence entre la valeur du put et qu'est-ce qu'il a payé. Donc, dans notre exemple tantôt, si le prix de TD était de 40$, la valeur du put était de 10 mais on a payé 10 pour, donc on ne fait aucun profit.
Donc, si le prix de TD est inférieur à 40 on fait du profit. Entre 40 et 50 l'option a de la valeur, mais nous, on perd de l'argent. Et en haut de 50 l'option elle vaut zéro et nous, on a perdu notre 10 piastres. Pour celui qui nous a vendu l'option, alors celui qui est short le put, lui, c'est la fonction inverse. Donc, entre 0 et 50, le put a de la valeur. Alors, entre 0 et 50, si le prix de l'action est entre 0 et 50, le put, il vaut à 0, le put, il vaut 50. Et à 50 alors c'est dollar pour dollar jusqu'à 50. Et donc, le put, elle aurait une valeur dollar pour dollar. À 50 le put n'a aucune valeur, donc la valeur du put, elle est nulle. Par contre, celui qui nous a vendu le put, il a reçu 10 pour le put. Donc, en dessous de 40 du prix de l'action, il est perdant sur son put. Pourquoi? Parce que supposons que le prix de l'action chute à zéro. Il doit payer 50 pièces sur le put, mais il a reçu 10 autant T est égal à zéro. Entre 0 et 40, il est perdant. Alors, entre 0 et 40, il est perdant. À partir de 40, si le prix de l'action est de 40 et en plus, il est profitable. Donc, entre 40 et 50 il fait, alors pour dollar, il fait 1 de profit. Et en haut de 50 vu que le put expire sans aucune valeur, il va, son 10 qu'il a reçu, c'est sa fonction de profit. Donc, le strike ici, alors en abscisse, on a le prix de l'action. Alors, entre 0 et l'action peut techniquement aller jusqu'à l'infini. La valeur maximale pour le put, c'est quand le prix de l'action chute à 0. La valeur maximale pour un call, en théorie, l'action peut aller jusqu'à l'infini. Donc, il y a un gain infini possible à acheter un call. La valeur temporelle d'une option. Alors, je l'ai expliqué. Alors, la valeur intrinsèque, c'est avant l'échéance. Si j'exerçais aujourd'hui l'option, quelle serait la valeur de l'option? Ça, c'est la valeur intrinsèque. Et je vous ai dit qu'en tout temps, le prix du call va tout le temps être plus grande que la valeur intrinsèque. Donc, au 18 septembre, BTEX était à 5,86. Ça veut dire que je peux acheter pour 5,75. Donc, chaque option, elle a une valeur intrinsèque de 11 cents. Mais l'option à ce jour-là valait 51 cents. Donc, il y avait quand même un potentiel à la hausse et ce potentiel à la hausse, en moyenne, valait 40 cents. Ou le marché dit que le potentiel à la hausse vaut 40 cents. La différence entre le prix du call et sa valeur intrinsèque, c'est tout son potentiel qui reste, qui est de 40 cents. Par contre, par la suite, le prix de l'action, elle a planté et la valeur intrinsèque est redevenue nulle. Encore une fois, le prix du call moins la valeur intrinsèque, c'est la valeur temporelle. Donc, la valeur intrinsèque peut être nulle. Par contre, la valeur temporelle ne peut jamais être nulle. Il y a tout le temps quand même du potentiel que le prix de l'action continue de grimper. La seule fois que la valeur temporelle d'une option, elle est nulle, c'est à échéance. À échéance, par définition, elle va être égale à nulle. Donc, entre aujourd'hui et l'échéance, la valeur temporelle va tranquillement pas vite baisser vers zéro. Donc, avant échéance, la valeur temporelle est plus grande que zéro. Alors, C, c'est le prix du call. C'est égal à la somme entre la valeur intrinsèque et la valeur temporelle. Alors, la valeur intrinsèque, c'est le maximum entre, c'est S moins K si c'est positif. Alors, si l'action vaut plus que K, si BTX vaut plus que 5,75, la différence entre les deux, c'est la valeur intrinsèque. Si c'est plus petit que 0, ça vaut 0. La valeur intrinsèque ne peut pas être négative, ni la valeur temporelle. Plus la valeur temporelle. Donc, généralement, on est capable de calculer la valeur intrinsèque. Le prix du call est donné et donc on calcule la valeur temporelle. Maintenant, le prix du call va tout le temps valoir plus que la valeur intrinsèque. Et vu qu'une option américaine vaut nécessairement autant ou plus qu'une option européenne, donc un call américain vaut au moins autant qu'un call européen, qui vaudra tout le temps, en tout temps, au moins égal à sa valeur intrinsèque. Alors, C, c'est égal à la valeur intrinsèque plus la valeur temporelle. Et à échéance, la valeur temporelle va être nulle. Donc, grand C, petit c et la valeur intrinsèque vont être identiques. Pour le put, c'est la même chose.
Alors, grand C est égal à petit c est égal à S moins K si positif, parce que la valeur temporelle va être de 0. Pour le put, c'est la même chose. Le prix du put est égal à sa valeur intrinsèque plus sa valeur temporelle. Donc, la valeur temporelle, elle est tout le temps plus grande que 0 avant échéance. Pourquoi? Il y a tout le temps un potentiel que le prix de l'action continue de grimper. C'est ça. Alors, même chose pour un put. P, c'est sa valeur intrinsèque plus sa valeur temporelle. La valeur intrinsèque, ça va être la valeur si j'exerce l'option aujourd'hui. Donc, dans le cas de TD, pour le put, si le prix de TD aujourd'hui est de 38$, la valeur intrinsèque, elle serait de 12$. Par contre, initialement, l'action était à 55$ et le put valait 10$. Donc, probablement, ce 10$, c'était juste de la valeur temporelle. Par contre, si le prix de l'action commence à chuter, le put va prendre de la valeur intrinsèque. Et la différence entre le prix du put et la valeur intrinsèque, c'est sa valeur temporelle. Donc, je vous dis, la valeur du put, si S est égal à 32, la valeur intrinsèque, elle est de 18$. Mais s'il reste du temps avant l'expiration, il y a une valeur temporelle qui s'ajoute à ça. Alors, le C et le P dérivent sa valeur du S. Alors, quand S grimpe, le call va grimper en valeur et le put va baisser en valeur, mais ne va jamais être plus petit que 0. Et si le prix de l'action baisse, la valeur du call va baisser et le prix du put va augmenter. Donc, la valeur intrinsèque, c'est la différence entre K moins S. Alors, si l'action vaut moins que K, il y a une valeur intrinsèque. Et si l'action vaut plus que K, on ne va pas vendre pour K quelque chose qui vaut plus. Donc, on ne va pas exercer l'option. Et alors, P, c'est la valeur intrinsèque plus la valeur temporelle. P est généralement connu. On fait juste regarder le marché. Il va nous dire le prix. La valeur intrinsèque, on peut la calculer. La différence entre les deux, c'est la valeur temporelle. Alors, grand P plus grand ou égal que petit p, plus grand ou égal que la valeur intrinsèque avant échéance. Alors, une option américaine vaut plus au moins autant qu'une option européenne qui vaut au moins autant que sa valeur intrinsèque. Et à échéance, la valeur temporelle va être nulle, donc grand P, petit p et la valeur va être égale à sa valeur intrinsèque, qui à ce moment-là, l'option peut valoir 0. L'option ne va jamais valoir 0 avant échéance parce que il y a tout le temps un potentiel. Même si j'avais des options de BTX qui expiraient demain, puis le prix de l'action était de 5,88, puis mon strike était de 20$. Je veux dire, c'est très peu probable que BTX va valoir plus que 20$ si elle vaut 5,88 aujourd'hui. Elle ne va pas valoir 20 demain, mais il y a quand même une possibilité non nulle. Par contre, demain, si BTX est à 5,88, elle expire sans aucune valeur. C'est à ce moment-là qu'elle vaudrait 0. OK. Il y a aussi des options sur des taux d'intérêt. Généralement, c'était quand j'avais des questions à chaud de réponse ou des vrais ou faux que je ne fais plus dans mes examens. Mais on peut avoir des options sur des taux d'intérêt. Un bon exemple d'un taux d'intérêt, surtout aujourd'hui avec les taux d'intérêt qui ont grimpé. Supposons qu'il y a 5 ans, vous avez acheté une maison avec une hypothèque. C'était fixe pendant 5 ans, puis variable renégocié à chaque 5 ans. Donc, il y a 5 ans, le taux d'intérêt de votre hypothèque était de 3%. Si vous devez renégocier aujourd'hui, le taux devrait être aux alentours de entre 7 et 8% sur votre hypothèque. Mais la plupart des contrats au Canada ont ce qu'on appelle des caps. Donc, vous avez acheté un cap quand vous avez signé le contrat. Mais par contre, la banque, elle a acheté un plancher. Donc, ce que ça veut dire un cap et un plancher, un cap veut juste dire que si les taux d'intérêt étaient de 3%, dans 5 ans, si le taux d'intérêt est en haut de 6%, tu vas juste payer 6%. Donc, c'est comme une option sur les taux d'intérêt. Donc, c'est comme si toi, tu t'es acheté un put et sur les taux d'intérêt. Et c'est quand, de son côté, la banque a dit, OK, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont de 3%. Si les taux d'intérêt chutent en dessous de 2%, on va te charger du 2%. Eux, ils ont acheté un plafond. Donc, c'est comme s'ils ont acheté un call sur les taux d'intérêt. Alors, le cap, c'est la série de tous les paiements. Alors, c'est une hypothèque sur 25 ans, c'est les 300 paiements. Et les 300 paiements ont un cap dessus, une option dessus qui s'appelle un caplet. Alors, 300 caplets pour un cap, pour une hypothèque de 25 ans. Et
Pour la banque, elle a acheté un plancher, donc 300 floorlets. Chaque paiement est protégé par une option. Alors, 300 paiements, alors il y a un floor, un plancher dessus. Floorlet, c'est pour un. Et les 300 floorlets, c'est le plancher, le floor. Un collier, c'est tout simplement qu'est-ce que vous avez dans votre contrat. Alors, vous avez acheté un put, la banque elle a acheté un call sur les taux d'intérêt. Donc, toi, tu as un maximum que tu vas payer sur ton taux d'intérêt et la banque elle a un maximum qu'elle va recevoir de toi sur les taux d'intérêt. Donc, si les taux d'intérêt ils transigent à l'intérieur de ce collier, vous n'allez rien voir, il n'y a rien qui va se passer. Mais si par contre les taux d'intérêt sont plus élevés que le cap, tu vas payer le cap. Et si le taux d'intérêt est plus bas que le plancher, tu vas payer le plancher. Donc, si le plancher est à 2 puis les taux d'intérêt ont chuté à 1 qui serait weird, mais si ça arrivait, tu paierais quand même du 2 dessus. Alors, un collier sur une hypothèque, c'est acheter un call et vendre un put. La banque achète un call et te vend un put sur les taux d'intérêt. Alors, c'est tout simplement une garantie que tu vas payer le taux d'intérêt à l'intérieur de cette banque. Ça protège la banque et ça protège l'emprunteur. OK, la valeur minimale et la valeur maximale pour des calls et des puts. Pour un call, la valeur minimale, pour un call et un put, la valeur minimale que peut valoir le put et le call, c'est 0. Alors, la valeur d'une option ne peut pas être négative. Elle peut expirer sans aucune valeur. Donc, un call vaut 0. Si mes calls de BTEX vont valoir 0, si à échéance, BTEX, l'action se transige en dessous de 5,75. Un put peut avoir sa valeur minimale, c'est 0 encore une fois. Si jamais, dans l'exemple de TD, le put avec un strike de 50, si le prix de l'action de TD est en haut de 50, le put va expirer sans aucune valeur. La valeur maximale, par contre, pour un call, c'est l'infini. Alors, si à échéance BTEX est à 100 j'ai le droit d'acheter à 5,75. Donc, chaque option vaudrait 94,25 vu que j'ai payé 38 cents. On va appeler ça un profit infini. C'est un grand profit. Par contre, pour le put, la valeur maximale que peut valoir le put, c'est quand la compagnie a fait banqueroute. Donc, la valeur maximale du put, ça va juste être K. Quelque chose qui vaut 0, tu peux le vendre pour K, donc l'option, elle vaut K. C'est ça. Et c'est ça. Alors, la valeur maximale, la valeur intrinsèque du put à échéance, quand la valeur temporelle vaut 0, c'est K moins S. Et si S va jusqu'à 0, la compagnie fait banqueroute, ça veut dire que la valeur maximale du put, c'est K. OK, maintenant, qu'est-ce qui est important? Et c'est certain qu'à l'examen, vous avez une question qui vaudrait peut-être, je veux dire, votre examen final vaut 40 et je dirais qu'au moins entre 10 et 20 de ce 40 ça va être la parité put-call. On va créer deux portefeuilles. On va créer un premier portefeuille qui s'appelle un call fiduciaire et un deuxième portefeuille qui s'appelle un put protectif. Alors, j'ai le portefeuille call fiduciaire. Je vais acheter un call avec un strike de K et une échéance T. Et en plus, je vais acheter une obligation sans risque, une obligation gouvernementale sans coupon avec une valeur nominale de K. Maintenant, je vous ai dit pour l'intra que toutes les obligations ont une valeur nominale de 1000 $. Aujourd'hui, pour le moment, on va regarder le 1000 $ plus tard dans le cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va juste regarder si on va assumer qu'une valeur nominale de K. Alors, si on regardait les options de TD, alors c'était des options, le call valait 6 avec un strike de 50. On va acheter une obligation. Alors, on va acheter un call pour 6 sur une action de TD, un call sur une action de TD qui se transige aujourd'hui à 55 avec un strike de 50. Bon pour un an. On va acheter une obligation gouvernementale qui a une valeur nominale de 50 $. Maintenant, ça n'existe pas des obligations gouvernementales avec des valeurs nominales de 50 $. Mais si j'en achète 20 à 50 $, c'est comme si j'achetais une obligation gouvernementale. Alors, pour le moment, on va juste dire une obligation gouvernementale sans coupon, sans risque, qui vaudra 50 $ à échéance. Ça, c'est mon premier portefeuille. Un call plus une obligation. Deuxième, c'est un put protectif. C'est un put qui protège une action. Je vais acheter l'action de TD pour 55 $, plus je vais acheter un put comme une assurance vie
pour protéger la valeur de l'action. Alors, l'action est très risquée. Le put lui-même, il est très risqué, mais les deux ensemble, c'est un portefeuille qui a très peu de risques. Alors, quoi qu'il arrive, la valeur du portefeuille va au moins être égale à 50 parce que si l'action vaut moins que 50 j'exerce le put et je le vends pour 50. Et si l'action vaut plus que 50 le put expire sans aucune valeur et j'ai un portefeuille qui vaut plus que 50 Donc, les options, c'est risqué, mais tu peux combiner des options pour créer des outils qui ont moins de risques. Donc, moi, ce que je vais démontrer, c'est qu'à échéance, ces deux portefeuilles ont exactement les mêmes valeurs. La valeur du call à échéance plus la valeur de l'obligation à échéance l'obligation avocat, est égale à la valeur de l'action plus la valeur du put. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder trois scénarios. Alors, j'ai un call sur TD, j'ai un put sur TD. Les deux ont le même strike K qui est égal à 50 Aujourd'hui, l'action, elle vaut 55. Les deux ont la même échéance T de 1 an. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, j'ai un call plus une obligation et j'ai un put plus une action. Alors, quelle est la valeur du call fiduciaire et quelle est la valeur du put protectif? Supposons qu'à échéance, le prix de cette action de TD est inférieur à 50 bien, ça veut dire que le call va expirer sans aucune valeur et l'obligation va valoir K, 50 Le put, par contre, va avoir de la valeur. Pourquoi? Je vais vendre l'action qui vaut moins que 50 je vais le vendre pour K, je vais le vendre pour 50. Alors, 50 moins K, c'est la valeur du put. Et l'action, l'action va valoir la valeur S dans 1 an. Donc, le call va valoir 0, l'obligation va valoir K. Le put va valoir de l'argent, il va valoir K moins S. Et l'action va valoir S. Donc, mon call fiduciaire, il vaut K. Et mon put protectif, il vaut K moins S plus S. Le put vaut K moins S, l'action vaut S, donc ensemble, les deux valent K. Donc, à échéance, si l'action vaut moins que le strike, si l'action de TD est inférieure à 50, le call fiduciaire et le put protectif vont valoir 50. Si par contre, à échéance, l'action de TD est à 50 la valeur du call va être nulle, la valeur du put va être nulle. Alors, la valeur du call, elle va être nulle, on va pas l'exécuter, elle vaut 0, et la valeur du put va valoir 0. L'action, elle vaut K, et l'obligation, elle vaut tout le temps la valeur nominale de K. Donc, encore une fois, le call plus l'obligation vaut K, le put plus l'action vaut K. Donc, un call fiduciaire vaut autant qu'un put protectif à échéance si S est égal à K. On va regarder maintenant la situation où est-ce que l'action de TD vaut plus que 50 Donc, si l'action de TD vaut plus que 50 le call va valoir de l'argent. Le call va valoir la différence entre S et 50. Alors, va valoir S moins K. L'obligation va valoir encore une fois K. Le put, par contre, va expirer sans aucune valeur. Si le prix de l'action est plus grand que 50, on ne va pas se forcer à vendre pour 50 quelque chose qui vaut plus cher. Et l'action va valoir S qui est plus grand que 50. Donc, le call va valoir la différence entre S moins K et l'obligation, encore une fois, vaut K. Donc, la somme des deux, S moins K plus K, c'est égal à S. Le put expire sans aucune valeur et l'action vaut plus que 50 $, elle vaut S. Et donc, 0 plus S, c'est la valeur du put protectif. Encore une fois, un call fiduciaire vaut autant qu'un put protectif à échéance si S est plus grand que K. Alors, nous, on va dire qu'un call fiduciaire et un put protectif à échéance ont la même valeur. Donc, acheter un call plus acheter une obligation est équivalent à acheter un put et acheter une action. Donc, à échéance, long un call plus long une obligation d'une valeur nominale de K est égal à être long un put et long une action. Par contre, avant échéance, donc ça, c'est égal en tout temps, c'est égal à T est égal à 1. Avant T est égal à 1, nous, on va dire que un call fiduciaire vaut autant qu'un put protectif. Donc, avant échéance, la valeur d'un call
plus la valeur de l'obligation va être égale à la valeur du put plus la valeur de l'action. Le call, le put et l'action, on a les prix sur le marché. Et avant échéance, supposons que c'est 6 mois avant échéance, on a une obligation gouvernementale d'une valeur nominale de K, qui est sans risque, qui est sans coupon. Donc, la valeur actuelle de cette obligation, c'est tout simplement la valeur nominale divisée par 1 plus I, le taux sans risque, à la T. Alors, RF, encore une fois, Risk-Free Rate of Return, c'est le rendement des bons du trésor à court terme, c'est le taux d'inflation, c'est le taux sans risque. Alors, le même RF qu'on a vu depuis le début de la session. OK, donc, on va dire en tout temps que être long un call et être long une obligation est équivalent à être long un put et long une action. Donc, un call plus une obligation est égal à un put plus une action. Supposons qu'à gauche et à droite, je vends l'obligation. Je soustrais de cette équation, je soustrais l'obligation à gauche et à droite. Alors, si je vends du call fiduciaire mon obligation, il va juste me rester C. Du côté droit, j'avais un put et une action, mais je viens juste de vendre une obligation. Ben, attends, le put protectif n'avait pas d'obligation. Oui, je le sais. Tu vends à découvert, ce qu'on appelle un short. Donc, long, on appelle ça un call synthétique. Alors, je peux acheter un call aujourd'hui sur le marché. Ou ben donc, je peux créer synthétiquement un call avec un peu d'ingénierie financière. On va faire un exemple tantôt qui vous montre exactement tous les cash flows. Alors, si j'achète un put et j'achète une action et je short une obligation, je vais avoir exactement les mêmes cash flows que si j'achetais un call. Et c'est certain que vous allez avoir une question de ce genre-là à votre examen final, c'est certain. Dans tous les anciens examens, vous avez une question de ce genre. Une autre chose que je peux faire aussi, si je regarde cette équation, alors, long un call ou être long un call synthétique. Alors, un call synthétique, c'est être acheter un put, acheter une action et de shorter une obligation d'épargne du Canada, zéro coupon, sans risque, d'une échéance de T années. Si je prends cette formule et je multiplie à gauche et à droite par moins 1, qu'est-ce qui me reste? C'est moins C est égal à moins P moins S plus une obligation. Donc, je peux vendre à découvert une option d'achat. Je peux être short un call en shortant un put, shortant une action et en achetant une obligation d'épargne sans risque. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va voir comme question? C'est qu'on va regarder, on va avoir le prix du call, on va avoir le prix du put, on va avoir le prix de l'action. Et si cette équation-là, elle ne tient pas, on va vendre les titres qui sont surévalués et on va vendre les titres qui sont sous-évalués. Supposons que C plus l'obligation, ça vaut 42 et P plus S vaut 40. On va vendre, les deux sont équivalents. Donc, on va vendre le 42, le call fiduciaire, et on va acheter le put protectif pour 40. Les deux ont les mêmes cash flows. Il y en a un qui vaut 42, puis il y en a un qui vaut 40. Donc, on va vendre à découvert le plus cher et on va acheter à découvert le moins cher. Donc, si j'achète un call, c'est exactement la même chose. Si j'achète un put, j'achète une action et je short une obligation. Mais ça, c'est acheter un call. Je peux, si je multiplie par moins 1, ben, ça me donne moins C. Vendre un call ou shorter un call, une vente à découvert, c'est équivalent à shorter un put, shorter une action et acheter une obligation. On va maintenant faire la même chose pour le put. Pour le put, c'est exactement la même chose. On part de l'équation de base. On va isoler notre put. Alors, en d'autres mots, si je reviens pour le call, ce qu'on va faire, nous, on est capable de créer P plus S moins K divisé par 1 plus RF à la T. On va calculer c'est quoi cette valeur. Alors, s'il y a un call qui existe sur le marché, il devrait avoir exactement cette valeur-là. Alors, moi, je suis capable de créer synthétiquement un call en achetant un put, achetant une action et en shortant une obligation. Supposons que moi, avec les outils financiers, je dis que le call devrait valoir 7 piastres.
Je regarde maintenant le prix du call sur le marché qui est à 8 piastres. Le vrai call est à 8 piastres, mais je suis capable d'en créer un pour 7 piastres. Donc, je vais acheter celui qui vaut 7 piastres, alors le call synthétique, et je vais vendre le call réel pour 8 piastres. On va faire un exemple dans une seconde. Et ça va être exactement la même chose pour le put. Alors, j'ai le call plus l'obligation qui est le call fiduciaire, le put plus l'action qui est le put protectif. Je prends cette équation et maintenant, je veux isoler mon P. Alors, je vais vendre S à gauche et à droite. Donc, moins S à gauche et à droite, ça veut dire que je vends l'obligation. Alors, si je vends l'action des deux portefeuilles. Donc, mon put protectif, j'ai vendu l'action, il me reste juste le put. Et mon call fiduciaire, j'ai un call plus une obligation, je vais shorter une action. Donc, un put, la valeur du put devrait être égale à la valeur du call plus la valeur actuelle de l'obligation moins la valeur de l'action. Si le put ne vaut pas cette valeur ici, je vais vendre le plus cher et je vais acheter le moins cher. Et ça va être ce qu'on appelle un profit d'arbitrage, c'est-à-dire un profit garanti avec zéro risque. Encore une fois, si je multiplie cette équation par moins 1, alors moins 1 fois P, c'est moins P, C fois moins 1, K divisé par 1 plus I fois moins 1 et moins S fois moins 1. Donc, si jamais je veux shorter une vente à découvert d'un put, ben, c'est équivalent à shorter un call, shorter une obligation et acheter une action. Donc, à un examen, souvent, j'ai des étudiants qui préfèrent dire je vais vendre un put ou vendre au lieu de dire shorter. C'est tout à fait acceptable. Alors, long veut dire que tu achètes et short veut dire que tu vends. Alors, si vous dites j'achète ou je vends un titre, je l'accepte. Alors, peut-être un exemple, ça aiderait à ce moment-ci. Alors, c'est qui ferait ce genre de stratégie? C'est pas une compagnie qui ferait ça, c'est vraiment un arbitrageur. Alors, quand on parle d'arbitrage, généralement, il y a des titres qui sont mal mispriced en anglais, qui ont le mauvais prix. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des centaines de transactions juste pour faire quelques piastres de profit, mais c'est juste fait avec des algorithmes. Alors, il y a une règle qui dit si jamais vous marchez dans la rue et vous voyez 20 pièces par terre, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le 20 pièces, vous le mettez dans votre poche. Mais qu'est-ce que vous n'allez pas faire si vous vous promenez partout en regardant par terre pour essayer de trouver des 20 pièces? Donc, si jamais vous trouvez des titres qui sont qui ont le mauvais prix, tu peux faire une stratégie d'arbitrage. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, c'est l'exemple qu'on va faire maintenant. Alors, il y a une expression américaine qui dit There's no such thing as a free lunch. Alors, s'il y avait des produits financiers qui avaient le mauvais prix, il y aurait des personnes bien plus intelligentes que nous, c'est-à-dire des ordinateurs, des algorithmes qui l'auraient découvert il y a longtemps et qui auraient exploité la transaction jusqu'à temps que les prix redeviennent à l'intérieur, redeviennent à la normale, ce qu'on appelle l'efficacité des marchés. Alors, quel est le prix sans arbitrage d'un put à 50? Alors, un put à 50, un put avec un strike de 50, comme le put de TD, avec un strike de 50. Sur une action qui se transige actuellement à 45 $. Donc, K est égal à 50, S est égal à 45, avec une échéance de 2 ans. Donc, T est égal à 2 ans. Sachant que le taux d'intérêt, alors le taux sans risque est de 3 et qu'un call avec la même échéance et le même strike coûte 4,25. Donc, on devrait être capable de calculer le prix du put. Alors, le prix du put serait quoi? Bien, le prix du put, bien, ce serait la valeur du call plus la valeur de l'obligation moins la valeur de l'action. Donc, puis par la suite, on va dire, alors la première chose qu'on doit faire, on doit calculer le prix du put, le bon prix du put. Alors, le bon prix du put, on appelle ça le prix sans arbitrage. Si par contre, après qu'on a calculé le prix du put, on va calculer le put, puis je vais revenir aux deux autres questions. Donc, on va commencer avec le prix du put. Donc, le prix du put, alors un call fiduciaire est égal à un put protectif. Donc, acheter un call plus acheter une obligation est équivalent à acheter un put et acheter une action. Donc, si j'isole le P, le prix du put devrait être égal au prix du call qui est donné 4,25 plus la valeur actuelle de 50 $ escomptée pendant 2 ans au taux sans risque, moins le prix de l'action qui est de 45 $. Donc, la valeur du put sans arbitrage, dans un monde efficace, c'est le prix du call qui est de 4,25
plus la valeur actuelle de l'obligation, donc 50 escompté à du 3 pendant 2 ans, moins le prix de l'action actuelle qui est de 45 et donc le prix sans arbitrage du put est de 6,38. Maintenant, si un put qui existe sur le marché, il devrait coûter 6,38. Sinon, les marchés ne sont pas efficaces et on peut faire un profit garanti avec zéro risque. Alors, la première question qu'on vous demandait, supposons qu'un put existe sur le marché à 8 comment pouvez-vous effectuer une stratégie d'arbitrage? Donc, nous, on a dit que le put, on est capable de le créer pour 6,38. Mais le put sur le marché vaut 8 Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais moi-même créer un put pour 6,38 en achetant un call, en achetant une obligation et en shortant l'action. Et alors, j'ai créé moi-même en achetant un put synthétique pour 6,38. Par la suite, je vais vendre le put sur le marché qui coûte 8 parce que les marchés ne sont pas efficaces. Il y a 1,32 de profit. Calculer le profit, ça, c'est la partie facile. Mais comment est-ce qu'on le fait? Alors, il y en a un qui vaut 8 et nous, on a calculé un qui vaut 6,38. Donc, on va vendre celui qui vaut 8 On va vendre celui qui vaut 8 et on va acheter celui qui vaut 6,38. Donc, s'il y a un put qui existe sur le marché et il n'est pas à 6,38, il y a une stratégie d'arbitrage à être faite. On va vendre le put pour 8 et on va nous-mêmes créer un put en achetant un call, achetant une obligation et en shortant une action. Et ça va nous coûter 6,38. Donc, la valeur, OK, en passant, la valeur aujourd'hui de l'action est de 45 Le strike est de 50. Donc, la valeur intrinsèque du put est de 5 La valeur temporelle du put. Alors, s'il y a un put sans arbitrage qui existe, il devrait être à 6,38. Et donc, la valeur temporelle, c'est la différence entre le prix sans arbitrage et le 5 de valeur intrinsèque. Donc, s'il y a un put sans arbitrage qui existe, la valeur intrinsèque va être de 5 et la valeur temporelle devrait être de 1,38. Mais nous, on dit, attends une seconde, il y a un put qui se transige pour 8 Il devrait se transiger pour 6,38. Donc, je vais vendre le put réel qui coûte 8 Je vais le vendre sur le marché, je vais le shorter. Et je vais moi-même créer un put synthétiquement pour 6,38. Donc, je vais shorter le put réel à 8 et je vais être long le put synthétique à 6,38. Et donc, le profit d'arbitrage serait de 1,62. Donc, comment est-ce que je fais ça? Bien, je short le put réel. Alors, je short le put et je reçois 8 immédiatement. Et être long un put synthétique, c'est acheter un call, acheter une obligation et shortant une action. Donc, j'achète le call pour 4,25. Je short l'obligation pour sa valeur aujourd'hui. Alors, sa valeur aujourd'hui est de 47,13. Donc, je long une obligation et ça me coûte 47,13. Et je short l'action de TD qui coûte 45 Donc, je reçois 53 et je paye 51,38. Et la différence entre les deux, c'est le 1,62. Donc, j'ai 1,62 de profit d'arbitrage. Maintenant, je suis long un call, synthétique, et je suis short un call, réel. Net, j'ai 0 call. Donc, à exécution, on s'en fiche de quel est le prix de l'action. Les cash flows nets total vont être nuls. Et ça, c'est une question d'examen. Grosse erreur que les étudiants font souvent à l'examen, et je le répète à chaque fois que je donne le cours. Écoutez, si vous avez 10 points pour cette question-là, vous avez peut-être juste vous avez peut-être 2 points pour calculer le prix sans arbitrage CC38. Vous avez 2 points pour me dire que le profit d'arbitrage est de 1,62. Si vous faites juste cette ligne-là, vous avez 4 des 10 points. Pour avoir les 10 points, il faut vraiment me donner la stratégie. Alors, il y a beaucoup de personnes qui coupent cette étape parce qu'ils sont confus, mais je vous dis tout de suite, il faut avoir toute l'étape pour avoir les 10 points. Alors ça, ce serait généralement une question de 10 points à l'examen. Je vous le dis tout de suite, c'est certain que vous avez cette question-là à l'examen, avec des chiffres différents. Maintenant, ça, c'est si le prix du put sur le marché était de 8 On avait dit que aussi, qu'est-ce qu'on ferait si le prix du put était de 4 Alors, nous, on dit que le bon prix du put devrait être de 6,38.
il y a un put qui se transige pour 4 $. Donc, au lieu d'être long 1 et short l'autre, on va être short le premier et long le deuxième. Donc, tu vends tout le temps celui qui coûte plus cher. Dans ce cas-ci, celui qui coûte 6,38. Et tu vas être long celui qui est moins cher. Donc, on va acheter le put réel pour 4 $ et on va être short le put synthétique pour 6,38. Donc, acheter un put, c'est acheter un call, acheter une obligation et shorter une action. Et donc, être short un put, ben, ce serait équivalent à... Alors, premièrement, on achète le put réel pour 4 $. Et si on est short un put synthétique, ben, c'est être short un call, short une obligation et long une action. Donc, on va être short le call, 4,25. Short l'obligation, on a calculé qu'elle valait 47,13. Et on va être long l'action qui coûte 45. Alors, on va acheter le put pour 4 $. On va shorter le put synthétique pour 6,38. Il y a 2,38 de profit à être fait. 4 $, moins 4 $ plus 4,25 plus 47,13 moins 45 donne 2,38. Maintenant, question que j'ai souvent, comment est-ce qu'on sait lequel acheter, lequel vendre? Alors, on va revenir. Alors, si on revient ici, alors, partez tout le temps de cette formule ici. Alors, si vous isolez le C, c'est la slide qui est ici. Alors, vous allez tout le temps acheter le plus cher et vendre le moins cher. Donc, si tu veux être long un call synthétique, vous avez la stratégie. Acheter un put, acheter une action, shorter une obligation. Et si tu veux être short le call synthétique, c'est tout simplement l'inverse. Si c'est le put que tu regardes, c'est la même chose avec le put. Tu regardes le prix du put avec le prix du put synthétique et tu achètes le moins cher, tu vends le plus cher. Donc, si tu vends le put réel, tu vas acheter le call synthétique. Et si tu achètes le put réel, tu vas être short le call synthétique. Alors, partez tout le temps de la formule de base, isolez soit C, soit P, et sachez si vous êtes acheteur ou si vous êtes vendeur. Personnellement, je pars tout le temps de lui et je prends tout le temps j'ai pas besoin de la deuxième ligne, je prends tout le temps la première ligne parce que si j'achète, c'est tout simplement, ou si je vends, c'est tout simplement le négatif. Non, 2,38. Alors, le prix sans arbitrage est de 6,38. Si jamais il y a un prix sur le marché qui n'est pas de 6,38, la différence entre les deux, c'est le profit d'arbitrage. Si c'est 8 différence entre 8 et 6,38, 1,62. Et si c'est 4 différence entre 4 et 6,38, c'est 2,38. Le profit d'arbitrage va tout le temps être positif ou nul. Et je pense que j'ai déjà fait ça dans un examen. J'ai dit, j'ai donné le prix du put du marché est égal à sa valeur, à son prix sans arbitrage. Alors, les étudiants ne s'attendaient pas à ça. Mais il y avait comme une fraction de scène de différence, comme 0,01 scène avec l'arrondissement à cause de l'obligation. Alors, j'avais des étudiants qui ont quand même fait la stratégie. Alors, je leur ai quand même donné leur point, si la stratégie était bonne. Alors, si on reprend le put à 4 $. Alors, le put à 4 $, on a acheté un put, on a shorté un call, on a shorté une obligation et on a acheté une action. Qu'est-ce qui arrive à échéance si le prix de l'action est à 55 $? Est à 45 au début, est à 55 maintenant. Alors, on est long un put réel. Donc, on a le droit de vendre pour 50 quelque chose qui vaut 55. Le put réel va valoir 0. On est short un call. Short un call, mais on a le droit on a vendu un call. Donc, celui qui a acheté le call, il a le droit d'acheter pour 50 quelque chose qui vaut 55. Donc, le call va expirer avec une valeur de 5 $. Nous, on est responsable de payer ce 5 $. On est short une obligation et l'obligation, elle va expirer avec une valeur de 50 $. Donc, on va devoir payer 50 $. Et on a acheté l'action aujourd'hui pour 45, elle va valoir 55 à la toute fin. Donc, quelle est la valeur du portefeuille? Alors, le put va expirer sans aucune valeur. En haut de 50 $, le put expire sans aucune valeur. Donc, le put qu'on a acheté vaut 0. On a vendu un call. Alors, le call, on va être obligé de vendre une action pour 50 $ quand elle vaut 55. Donc, on est perdant de 5 $ sur le call. Sur l'obligation, on va devoir payer le 50 $ qui est la valeur nominale, c'est comme un emprunt. Et l'action qu'on a achetée vaut 55. Donc, le cash flow net est de 0.
En exercice, essayez la même chose. Qu'est-ce qui arrive si le prix de l'action est à 45 $? À 45 $, le cash flow net va être égal à 0. Pourquoi? On a acheté un call, on a acheté un put réel et à travers de l'ingénierie financière qui, en d'autres mots, en achetant et en vendant 3 outils financiers, on a créé un put synthétiquement. Alors, on a acheté un put réel et on a fait un peu d'ingénierie financière. On a acheté 3 outils financiers qui, ensemble, avaient les mêmes cash flows qu'un put. Et donc, on a vendu le plus cher et on a acheté le moins cher au temps zéro. Alors, on a fait 2,38. Et à échéance, quoi qu'il arrive, vu qu'on est long un put et on est short un put, on est long un put réel, on est short un put synthétique, mais on est long et short un put, net, on a 0. Donc, le cash flow net à échéance est de 0. Alors, peu importe le prix de l'action à échéance, le cash flow net sera de 0. Alors, en exercice, essayez si le prix de l'action est inférieur à 45. Essayez de voir si le prix de l'action est à 45, le put va valoir 5 $, alors plus 5. Le call va valoir 0, donc moins 0. L'obligation va valoir moins 50 et l'action vaut 45. Donc, 5 plus 45 est égal à 50, 0. Moins 0 et moins 50 vaut moins 50. Alors, le cash flow net, encore une fois, va être de 0. Peu importe le cash flow, peu importe le prix de l'action. Tu es long un put, tu es short un put. Net, tu as 0 put. Mais tu as fait 2,38 de profit, autant T est égal à 0. Un profit avec aucun risque et avec l'argent, avec aucun de ton argent. Alors, on appelle ça un profit d'arbitrage. Suivant. Reprenons l'exemple avec le put à 4 $. Par contre, alors ici, il y avait un problème. Les obligations d'épargne du Canada, ils se transigent avec des valeurs nominales de 1000 $. Donc, il n'y a pas d'obligations qui ont une valeur nominale de 50 $. Par contre, si je fais 20 fois la stratégie, donc 20 calls, 20 puts, 20 actions, et 20 obligations d'une valeur nominale de 50, c'est équivalent à une obligation d'une valeur nominale de 1000 $. Donc, j'ai tout simplement besoin de répéter la stratégie 1000 divisé par 50 ou 20 fois. Donc, 20 obligations à 50 $, ben, ça a la même valeur qu'une obligation à 1000 $. Et des obligations à 1000 $, ça existe. Donc, au lieu d'être long un put, long une action, short un call et short une obligation, je vais être long 20 puts, je vais être short 20 calls, je vais être short 20 obligations à 50, qui est équivalent, qui n'existe pas, donc je vais être short une obligation à 1000 $, 20 fois 50, et je vais être long 20 actions. Alors, c'est tout simplement une façon de créer mon obligation de 1000 $. Ah, c'est le cours d'aujourd'hui. Alors, on est rendu aux exercices. Alors, vous avez les exercices et vous avez quelques vidéos qui sont en option. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement et on va regarder les exercices.